qui était avec l'Égypte, avec le Cap-Vert et la Mozambique. Franchement, c'est deux équipes qui n'est pas sous-estimées. Franchement, ce sont de petites poussettes qui se sont qualifiées difficilement. Et donc, les voir éliminer le Ghana comme ça, et surtout que, franchement, le Ghana a perdu contre le Cap-Vert, on fait match nul contre l'Égypte, match nul contre la Mozambique, à la 95e minute. Franchement, c'est étonnant. C'est étonnant de... Bonjour à tous, bienvenue à Café 24, la chaîne TV d'Agnata 24. Aujourd'hui dans l'émission, on va recevoir Monsieur Kouya, entrepreneur, et à nouveau Monsieur Kofi, leader de jeunesse. Donc je vais laisser un peu se présenter. Monsieur Kouya, bonjour, bienvenue. Bonjour, alors merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie, qui êtes-vous en quelques minutes, présentez-vous. D'accord, alors comme vous l'avez dit, c'est Monsieur Kouya Djoudoni. Je suis entrepreneur dans le monde de la communication et des nouvelles technologies. D'accord. Depuis combien de temps à peu près environ? Depuis 2019. Très bien, ça vous plaît? C'est votre cœur de métier? Ouais. On est quand même passionné du coup, donc ça va. D'accord, très bien. En tout cas, on est ravis de vous recevoir sur l'émission Café 24 ce jour. Monsieur Kofi, bonjour, je suis leader de jeunesse pour vous présenter en quelques minutes. Bonjour, alors merci déjà pour l'invitation. Je pense que je suis Oscar Kevin Kofi. Donc, leader de jeunesse, appartenant à plusieurs structures. C'est eux qui ont besoin de plusieurs structures. Ah, d'accord, nous on va vous suivre, il n'y a pas de souci. D'accord, très bien. Et du coup, ça vous plaît, leader de jeunesse Oui, tout à fait. Bon, disons que ce n'est pas une profession, ce n'est pas un métier en soi. C'est une passion. C'est des qualités qu'on fait ressortir afin de pouvoir aider nos amis à aller plus haut. Bien sûr. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, on va vous parler de tout ce qui concerne la CAN. On va un peu faire le tour avec mes invités sur les questions concernant la CAN. Donc, messieurs, j'espère que vous êtes prêts pour les questions. Donc, j'aimerais un petit peu, on sait que la CAN, donc voilà, CAN de l'hospitalité, la meilleure CAN jamais organisée. Donc, on s'y attelle, le gouvernement s'y attelle, les Ivoiriens s'y attellent afin de faire en sorte que cette CAN soit vraiment la CAN de l'hospitalité. Donc, selon vous, quel est l'impact de la CAN sur l'économie d'un pays? Alors, déjà, la CAN a un grand impact sur l'économie d'un pays. Tout d'abord au niveau du tourisme. Vous voyez que depuis plusieurs mois, de nombreux Africains et des personnes provenant de plusieurs continents qui sont en Côte d'Ivoire. Et cela va favoriser le tourisme. Ils vont aussi découvrir les hôtels qui sont en Côte d'Ivoire, les installations. Et d'un autre côté, on a les infrastructures qui sont mises en avant. À cause de la CAN, on a vu des routes qui ont été refaites, la voie Y4 qui a été accélérée, des ponts qui ont été construits de façon rapide. Et donc, tout cela permet à ce que le pays soit beaucoup plus développé. Et beaucoup plus vu, parce que du coup, les photos, les vidéos iront sur toutes les chaînes, et ça sera du coup sur tout ce qui est les réseaux sociaux, on va dire, ce qui va valoriser en quelque sorte notre pays. Exactement. Voilà. Il faut noter aussi que c'est beaucoup médiatisé plutôt. Bien sûr. Donc, ça donne une très belle image du pays à l'extérieur. Oui, tout à fait. Et vous? On parle de la Coupe d'Afrique des Nations, une compétition qui va plus ou moins regrouper l'ensemble des États. Donc c'est déjà une très belle opportunité d'affaires. Même plus que l'État, mondial. Voilà, au jour d'aujourd'hui, tout le monde entier est fixé, est scotché sur leurs différents écrans. Pour ceux qui ont pu effectuer le déplacement, ils sont tous au pays. Et à chaque fois qu'un État organise une CAN, bien évidemment qu'il y a toute une mobilisation autour. Et comme il a si bien dit, il y a les infrastructures qui sont en train de pousser, il y a les touristes qui investissent un peu partout. Et donc c'est un grand moyen d'investir au pays et ça participe. C'est l'occasion du coup de rêver pour... Tout à fait. D'accord. Et du coup, si vous avez un conseil à donner, étant donné toutes les informations, si vous avez un conseil à donner à la jeunesse ivoirienne concernant cette CAN, est-ce qu'il y a des opportunités à saisir bien sûr, il y a des opportunités à saisir. On voit plusieurs jeunes qui entreprennent des démarches pour pouvoir en bénéficier aussi, puisque c'est une grande opportunité de pouvoir se faire de l'argent aussi en faisant des activités qui sont en rapport avec la CAN. Et il y a des personnes qui viennent de l'extérieur pour venir en Côte d'Ivoire, du coup, ils peuvent proposer des services de leur structure ou encore ils peuvent profiter pleinement en mettant en place des activités. Oui. Et donc, comme il a dit, il faut que ces activités-là soient des activités peut-être pour la CAN, mais moi je pense que ces activités-là doivent aller bien au-delà de la CAN.
Voilà, parce que si on se limite à cette période-là, qui est déjà en train de finir, nous sommes pratiquement à 2 semaines, si c'est bien compté, de la fin de cette CAN. Donc, est-ce qu'après la CAN, qu'est-ce qu'ils feront? S'ils étaient là juste pour ouvrir un village CAN, est-ce qu'après la CAN, il y aura d'autres activités dans ce même sens-là? Donc, je pense plutôt qu'il faut penser en même temps, il faut profiter de l'occasion où on a les investisseurs, où on a les personnes qui veulent, les personnes ressources qui veulent peut-être contribuer au développement d'autres activités, mettre en place une activité qui pourra perdurer comme ça, même après la CAN, nous arriverons quand même à joindre. Donc on pense à la CAN et on pense aussi à l'après-CAN, bien évidemment. Donc, que ce soit pour la jeunesse, pour tout le monde en fait. Exactement. Donc du coup, vous suggérez quoi? Que les villages CAN restent finalement Eh on bien, renomme, Bon, pour ma part, je dirais que la question des villages CAN, comme on le dit, village CAN, donc il y a déjà un attachement donc, à souvent, la CAN. déjà, Voilà, oui, voilà, le tout est lien lié est à la fait. CAN. Oui. Donc je me dis que quelqu'un qui réfléchit dans ce sens-là peut plus ou moins essayer de changer de dénomination, où ça sera peut-être soit chaque week-end, ou chaque un mois, ou bien chaque 2 mois, organiser un village où il réunit pratiquement toute la population pour d'autres activités. Si pendant la CAN ça a marché, si c'est bien s'organiser, ça va marcher. Ça pourrait être aussi l'occasion de découvrir d'autres sports, comme le judo, Oui, exactement. le taekwondo, Et- le basketball. Il faut noter que ces personnes qui viennent à ces villages CAN, c'est parce que tout d'abord, elles sont passionnées de sport, elles sont passionnées de football. Et comme il a si bien dit, on peut changer de dénomination pour appeler par exemple, pourquoi pas village foot, puisque chaque week-end, il y a des matchs qui se jouent. Et si les gens sont venus pendant qu'il y avait la CAN, et que ces personnes-là sont passionnées de foot, obligatoirement, ils viendront pour regarder d'autres matchs de Champions League, de Premier League et de Ligue 1. Et ça peut quand même continuer à forger quand même les Ivoiriens, ça crée quand même un lien. Exactement. Voilà, parce que, Parce ok. que c'est un moment de retrouvailles entre plusieurs jours. D'accord. Et du coup, on est toujours dans la lancée du coup de la population. Selon vous, la contribution de la population à cette CAN, en quoi, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que moi, citoyen lambda, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à la CAN de mon pays, au niveau des exemples, au niveau des comportements, au niveau des... Voilà, qu'est-ce que je pourrais faire moi, en tant que citoyen lambda? Alors déjà, nous disons que la CAN 2023, c'est la CAN de l'hospitalité. Bien sûr. Alors, dans ce contexte, les personnes qui viennent ici, il faut montrer cette qualité-là. Qu'on a toujours eu, hein. Exactement, exactement. Voilà. C'est naturel pour les Ivoiriens. Tout à fait. Et donc, en montrant cela, déjà, on participe à la réussite de cette C'est CAN. déjà une contribution en fait, le bon Exactement. comportement, la bonne image. Et vous, monsieur Kofi? Eh bien, il y a un proverbe chez nous en Afrique qui dit que la plus belle femme nous donne ce qu'elle a. Oh là Donc, on là, a déjà tout. on est valorisés, nous, les femmes. Hein. On ne fait que mettre cela en valeur. Voilà, on est une terre d'hospitalité et c'est dans la diversité que réside la plupart des richesses. Donc à nous de mettre en avant ce qu'on a déjà, afin que les autres qui sont déjà plus ou moins séduits, parce que s'ils viennent, c'est parce qu'ils ont déjà entendu parler de la Côte C'est d'Ivoire. ça. Donc à nous de garder la même lancée, essayer de s'améliorer plus ou moins dans ce qu'on ne pourrait On autoriser. calme un peu nos Voilà, cœurs, et on accepte, on... voilà, je pense que les gens nous aiment tels que nous sommes. C'est ça. Effectivement, c'est bien dit. Et du coup, on va rentrer un peu plus dans la compétition. Selon vous, messieurs, le niveau de la compétition, parce qu'on a entendu pas mal d'experts nous dire que, effectivement, on avait des équipes phares, des équipes leaders, on va dire. Donc vous, est-ce que quand vous regardez la compétition, on y est ou le niveau est haut ou pas? Alors, le niveau de cette compétition, il est vraiment là. Il y a un level. Le niveau est vraiment là. Parce qu'il faut noter que durant les 2 éditions précédentes de la CAN, on a enregistré au total 100 buts et 102 buts. Ah, quand même, hein? Oui. Alors qu'actuellement, imaginez pas, nous sommes à plus de 80 buts, précisément 89 buts, après seulement 36 matchs. Alors qu'il reste encore les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Alors, donc franchement, le niveau est vraiment... Donc il y a eu un rafale de buts, en fait, c'est ça? Il y a seulement eu 2 matchs à 0-0. Et donc, on imagine un peu le niveau de la compétition. Et surtout, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des petites équipes auxquelles on ne s'attendait pas. Et du coup, maintenant, il y a plus de petites équipes, hein? Exactement. Petite équipe sur le papier, en C'est voyant ça. les performances, en voyant le classement FIFA. Mais ces équipes-là nous surprennent de la plus belle des manières, quoi. Et donc, franchement, en voyant cela, actuellement sur les réseaux sociaux, certaines personnes s'appellent à dire que le niveau de cette CAN est comparable au niveau de la Champions League. Ah ouais, Et quand donc, même. franchement, c'est... Donc pour vous, le niveau est atteint. On a atteint le niveau de compétition. On a dépassé le niveau. On a dépassé On a notre dépassé compétition. carrément. Ouais, et vous? Oui, je le rejoins en disant que
on n'est pas petit. Il n'y a personne qui est petit en fait. Il faut juste attendre le temps qu'il faut afin que ces personnes puissent mettre en œuvre ce qu'il faut. Et je pense que parlant des niveaux, il y a des équipes, comme vous l'avez dit, qui étaient qualifiées de petites équipes. Mais au bout d'aujourd'hui, on se rend compte que les favoris ne sont pas réellement favoris. Et l'explication qu'on pourrait trouver à cette question, hein, c'est bien évidemment le fait que parmi ces équipes qu'on a qualifiées de petites, il y a eu des gens qui ont participé déjà à des CAN. Et donc, ils ont eu le temps d'aller se forger, aller reprendre, raison pour laquelle nous offrent le football et nous on aime ça. D'accord, donc pour vous, le niveau est atteint Très élevé. Plus qu'atteint, c'est ça? Très élevé. D'accord. Et du coup, bon, revenons à ça, toujours cette CAN, il y avait des promesses qui ont été faites au niveau footballistiquement parlant, au niveau du stade. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que justement, là où nous en sommes maintenant, vous trouvez que voilà, cette CAN tient toutes ses promesses, selon vous? Bah oui. D'abord, tout à l'heure, nous avons parlé du niveau de la compétition qui est élevé. Oui. L'autre fait aussi, ce sont les infrastructures. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, avait annoncé cette édition comme étant la meilleure de tous les temps. Il avait prévu cela, c'est-à-dire en voyant les infrastructures qu'il avait déjà jugé du niveau de la Coupe du Monde. Et donc, déjà, on voit sur les réseaux sociaux, hein, on voit comment les gens jugent cette organisation. Les pelouses sont vraiment de très belles. La sécurisation de l'entrée aussi. Hein, exactement. La billetterie, pour la première fois, on a pu acheter des biens en ligne. Et donc, tout cela, franchement, aide cette compétition à se placer au niveau de. Parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs. Et même la meilleure. La meilleure. Très bien. Et vous, une CAN, il y a tout le monde au rendez-vous. Il y a la CAF, il y a la FIFA. Et donc, jusqu'à peu du contraire, le pays est toujours en chantier. Hein. Ah oui, voilà, sûr, il y a encore de je nouvelles confirme. infrastructures qui sont en train de pousser, malgré que la CAN est en train de tirer à sa fin. D'accord. Et donc, moi, pour avoir eu l'opportunité de mettre en jeu à Provo, à Boaké, à Yamoussoukro et à Ebouté, j'ai pu établir quand même certaines différences, certaines distinctions. Bon, au niveau des autres stades, déjà, c'est parfait. Le seul hic jusqu'au bout d'aujourd'hui, c'est encore le problème de la pelouse équipée. Parce que même au travers de la télévision, on arrive quand même à percevoir qu'il y a une petite faille au niveau de la pelouse. C'est cette faille qu'il va falloir essayer de retravailler rapidement si jamais la finale doit s'y dérouler, surtout qu'il s'agit d'un stade emblématique. Je pense que plus grand, parce que pour moi, quand on dit plus de 60 000 personnes, voilà, le stade est très beau. Tous les stades d'ailleurs sont très beaux. Donc il faut nécessairement qu'on puisse y mettre le parquet au niveau de la pelouse. De la pelouse éditée spécifiquement. D'accord, afin de. Mais est-ce que ça a un impact au final je pense un impact direct hein? Je pense que oui. Oui. Parce que sur le terrain, quand il y a une mauvaise pelouse, c'est quand même difficile de jouer. C'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvais ballons, de mauvais joueurs, etc. Mais quand la pelouse également, qui est un détail important dans le jeu, est un peu défaillante, il va falloir quand même que ça porte atteinte. Alors, c'est à quel niveau? Au niveau du drainage? C'est à quel niveau? Bon, je pense que c'est plus au niveau du drainage. Du drainage. Voilà, c'est plus au niveau du drainage. Pour tous ces milliards qui ont été investis, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et à refaire. D'accord. On va essayer de parler de ça tout ça. Et du coup, parlons des équipes favorites. On a eu des experts sur certaines chaînes qui nous ont dit qu'il y avait certaines équipes qui étaient des favorites et qu'à tous les coups, ils passaient sans problème au niveau de la 8e. Et on s'est aperçu, malheureusement, on a eu pas mal de grosses surprises. On a vu que l'Algérie était sortie, la Zambie, le Ghana. Votre avis sur ces bonnes équipes comme ça qui sortent avant la 8e? C'est étonnant, c'est très étonnant. La magie du foot, hein? Ouais. Et lorsqu'on prend par exemple le Ghana qui était avec l'Égypte, avec le Cap-Vert et la Mozambique, franchement, c'est deux équipes qui ne pas sous-estimées. Franchement, ce sont de petites poussettes qui se sont qualifiées difficilement. Et donc, les voir éliminer le Ghana comme ça, et surtout que, franchement, le Ghana a perdu contre le Cap-Vert, on fait match nul contre l'Égypte, match nul contre la Mozambique, à la 95e minute. Franchement, c'est étonnant. C'est étonnant de voir qu'est-ce qui a pu ne pas marcher alors pour cette équipe Ghana favorite quand même? Je pense qu'ils n'ont pas bien abordé cette compétition. Ils ne sont pas bien préparés, Exactement, ils n'ont pas bien abordé. Lorsqu'on voit le premier match qui pète contre le
ils étaient déjà qualifiés dans leur esprit, vu qu'à la 90e minute, ils menaient déjà 2-0, donc il y a eu un relâchement de jeu, au niveau du jeu. Donc ils pensaient que le match était déjà acquis en fait, hein, oui. c'est ça. Je peux dire c'est le... On peut juger en tant que manque d'expérience. Les joueurs qui étaient sur le terrain ont mal jugé les choses et ça les a coûté très cher. Et au niveau de l'Algérie aussi. Grosse surprise aussi, hein, de sa sortie ou pas? Oui, mais bon, pas vraiment parce qu'à l'édition précédente, l'Algérie a été encore éliminée. Et ça fait 2 fois de suite que l'Algérie est éliminée. Donc maintenant, on ne parlera pas de surprise, on parlera plutôt du niveau de l'équipe. Qui n'est pas. En réalité, l'Algérie n'était pas favorite. D'accord. Lorsqu'on voit le niveau de l'équipe, en 6 matchs de Coupe d'Afrique, en 2 éditions, ils n'ont gagné aucun match. Donc on n'est pas vraiment étonné. Quand on perd 1-0 contre la Mauritanie quand même. Bon, moi j'avais été surprise en tout cas pour être transparente. Toi, non, l'Algérie, la sortie, pas de surprise? Bon, comme il a si bien dit, hein, tout est une question d'analyse. Moi, je me parlerai plus peut-être sur le Ghana, parce que je suis en désaccord peut-être sur un point, le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes au niveau de l'équipe. Mais je me rappelle qu'il y a Ayou. Ayou, ce n'est pas un joueur de maintenant. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont sur le terrain. Ces personnes qui ont déjà joué plusieurs Coupes d'Afrique, c'est pour pouvoir imposer leur maturité aux plus jeunes, afin que ces plus jeunes puissent avoir un tel élan. Le Ghana est allé plusieurs fois en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, c'était l'occasion pour eux de démontrer qu'après ne pas avoir gagné des coupes successives, ils allaient se rattraper. Bon, moi, ça ne me fait pas tellement mal également, puisque ça nous permet à nous d'être qualifiés. Bien sûr. Voilà. Pour revenir à ce qu'il dit, lorsqu'on prend une équipe qui est composée seulement que de 2 personnes expérimentées, notamment les frères Aliou, Jordan et André, et lorsqu'on regarde le deuxième match, le match contre l'Égypte, on voit que les 2 buts que l'équipe a encaissés, c'était sur des erreurs de Iñaki Williams qui est sorti, et un autre joueur qui était entré, j'ai oublié le nom, et qui fait la même erreur pour l'égalisation de l'Égypte. Donc lorsqu'on voit ces 2 fautes qui emmènent l'égalisation et qui les amènent au bord de l'élimination, on peut comprendre tout de suite là que l'équipe n'est pas expérimentée, même s'il y a 2 joueurs qui sont expérimentés. Ce ne sont pas les 2 joueurs qui vont tout faire quand même. Et bien moi je me dis que le Ghana, surtout la Mozambique, s'est comporté tout simplement un super héros. Hein. Il voulait juste sauver la Côte d'Ivoire. C'est notre cas. Voilà. Ils sont contents, super héros. Petit chapeau Mozambique pour cela. Voilà. Bien sûr, on remercie Maroc. En tout cas, je profite de votre plateau pour faire un clin d'œil sinon pour incliner face à la mémoire de Hatsou. Parce que quand on parle de Ghana sur ces gens-là, les Kevin Prince Boateng, vraiment, c'est des gens là. Ils ont vraiment donné. C'est-à-dire, il y avait un Ghana, lorsqu'on vous dit que vous jouez contre le Ghana, vous avez automatiquement peur. C'est ça. Vous d'aujourd'hui, là, nous sommes vraiment. Donc finalement, les équipes favorites ne sont plus très épais. C'est ce qu'on va comprendre. Voilà. On met une section sur certaines équipes. Bon, elles ne sont plus qu'elles étaient. Beaucoup ont gagné à se qualifier. Voilà. À Tunisie aussi, qu'on a rappelé, qui a été éliminé aussi. Qui fait partie du top 10 africain quand même. D'accord. Comment même l'Égypte peut se qualifier là? Comment l'Égypte a fait pour se qualifier? 3 matchs. Vous voyez, les grands pays. En fait, c'est un nom qu'on a attribué aux gens et finalement, tout se passe sur le terrain. C'est à force de travailler, c'est à force de se donner à fond que les petits joueurs qu'on qualifie de petites équipes qui appartiennent aux petites équipes nous sont le plus grand jeu. On a trop donné nos gens. Donc finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit balayer toutes ces statistiques sur les histoires de favoris avec toutes les surprises qu'on a sur cette CAN? Non, pas forcément, parce que du coup, les statistiques là, bon, je pense que les parieurs. C'est quoi? On se base sur le jeu des étoiles. Être favori, c'est quoi? Donc si, bon, rappelons-nous également qu'au moment où beaucoup d'États, ou plutôt beaucoup de pays, ont acquis leurs étoiles là. C'était pas le football. Ils ont ramassé les étoiles rapidement. Il n'y a pas beaucoup de pays en compétition. Maintenant, à l'heure actuelle là, c'est une histoire de tout le monde. Là, en Afrique, on n'a plus de petites équipes. Voilà. Vous savez, lorsque vous avez le titre de favori, votre façon de jouer sur les terrains n'est pas. Votre façon de jouer change. C'est-à-dire quoi? Ça vous donne, lorsque je prends le Cameroun, c'est parce que le Cameroun est un grand pays qui ont réussi à se qualifier. Parce que dans leur mental déjà, ils se disent que ce n'est pas normal que nous, en tant que favoris, en tant que grand pays, on perde contre la Gambie ou qu'on soit éliminé par la Gambie. Du coup, ça donne une certaine façon de jouer, ça donne une détermination, aux joueurs. Et donc, le titre des favoris est vraiment important, en ce sens que ça permet aux joueurs de. Oui, mais est-ce que ce titre de favori définit forcément la grandeur de l'équipe? Mais forcément, parce que vous savez, tout se base sur l'histoire. Ces équipes n'ont pas été désignées équipes favorites
c'est pas affinité ou autre. C'est pas parce que ces équipes ont une plus grande affinité avec la FIFA Bien sûr, oui. qu'elles ont un bon classement au niveau du classement des pays. C'est parce que plutôt ces équipes dans les années précédentes ont bien joué. D'accord. Lorsqu'on prend la Côte d'Ivoire qui a été 14e au niveau mondial, c'est parce que l'équipe était performante. Et du coup, aujourd'hui, lorsqu'on dit tu viens jouer contre la Côte d'Ivoire, même si l'équipe actuelle n'est pas ce qu'elle était avant, mais quand même, ça te donne. Il y a cette crainte, cette petite appréhension un peu. Et cette crainte fait que l'équipe de Côte d'Ivoire, même si elle n'est pas. Attention à ce que tu dis. Mais c'est pas en forme, mais. On va pas s'entendre, hein. T'es pas d'accord, toi, moi, à mon avis, c'est juste une question de qualification. On vous qualifie de favori, c'est tout sur la base des statistiques. Donc, toi, tu penses qu'il faut balayer ce système d'étoiles d'anciens temps? La Mauritanie, vous l'avez si bien constaté. C'est vrai. Il y a beaucoup de personnes même qui. On parle de Mauritanie, tu es Mauritanie, etc. Mais on ne s'attachait pas vraiment au pays en tant que tel. Mais depuis que la CAN a commencé, vous voyez des Mauritaniens qui font des directs Facebook. Eh oui! Chez nous, on a un président, on a un ministre. Ça aussi. Ah bon, donc vous voyez que sur la réalité, sur le terrain, on constate qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc il ne faut pas tellement s'appuyer sur cela, sinon on aura beaucoup de surprises. Vous savez pourquoi on doit s'appuyer sur cela? Est-ce que vous ne trouvez pas justement que ce système de vouloir se baser sur son intérieur, les étoiles, ont tendance un petit peu à donner la grosse tête à certaines équipes? Et ça doit faire. Tu vois, ce qui les permet de moins être performants et de ne pas bien préparer leur match. Ça, c'est pas un peu dangereux, ça, quand même? Ouais, si on prend ce que vous dites, c'est un peu vrai, mais c'est mérité. Ok. C'est mérité. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est mérité. C'est à travers l'histoire, c'est à travers les équipes, la génération précédente que ce titre est acquis. Et donc, c'est mérité. Mais quand même, il faut faire attention. Je parle notamment de la Côte d'Ivoire qui s'appuie sur ça pour ne pas produire un bon jeu. En tout cas, je dis que personne n'a dit ici sur le plateau que ce n'est pas mérité. On dit tout simplement que ces équipes-là ont fait certainement des prouesses dans le passé, mais au jour, à l'heure actuelle où nous sommes là, il ne faudrait pas tellement s'attacher à cela. Et comme il a pris l'exemple du Cameroun, et la Gambie n'a pas joué un petit match, la Gambie a joué au même titre que le Cameroun, seulement que le Cameroun avait beaucoup à gagner. Et surtout lorsqu'on sait la pression qui leur a été mise en partant de par leur président de leur fédération, donc l'Afrique Samuel Eto'o, en passant par l'entraîneur qui jouait sa carrière totalement. Le Cameroun ne peut pas jouer ainsi, on ne peut pas dire que parce que tel ou tel joueur est absent, donc il n'y a pas de jeu. Comme il a signé, il y a le nom qui est derrière. Mais en même temps, la Gambie également, quand elle va affronter une telle équipe, elle se prépare en conséquence. Elle n'est pas là pour également jouer parce que lui on dit il est grand. D'ailleurs, le match était très tendu. Très tendu jusqu'aux dernières minutes. Alors que la Gambie n'était pas dans les favoris, n'a pas les Si c'était une simple erreur du défenseur à la dernière minute, mais la Gambie serait qualifiée. Donc, comme quoi, bon, les étoiles. Mais bon, est-ce qu'on dit qu'à la fin de cette CAN, on va voir que les petites équipes vont sortir? Et qu'au final, on va retrouver les grands à partir des demi-finales de la finale. Donc toi, tu restes convaincu sur les équipes Vous savez, avec les si je prends l'exemple de Ghana, l'expérience joue beaucoup. Vous avez vu une équipe de la Côte d'Ivoire qui n'a pas produit de bon jeu, mais face aux grandes équipes, vous allez voir cette équipe-là se métamorphoser complètement. Et donc, l'expérience et le nom aussi, ça joue une grande rôle. Donc finalement, vous nous dites qu'on n'aura pas de grandes surprises. Parce que les grandes équipes on a déjà de grandes surprises. Mais on n'en aura pas tellement. Par la suite, les favoris seront en première ligne une fois de plus. On n'en aura pas tellement. Moi, je me dis, comme il a dit, dès l'instant où on sort des matchs éliminatoires, on sort de la poule, déjà on a déjà fait un score. Oui. Parce que lorsqu'on sort pour une Mauritanie, on sort de la poule, déjà on a déjà fait un score et c'est déjà une victoire. Et donc, si on n'a plus arrivé là, on peut se donner les moyens de surpasser. Et c'est d'ailleurs même ces grandes équipes-là qui ont tendance à penser que ces équipes-là sont petites. Et moi, je dis qu'il n'y a pas de petites équipes en soi. Il ne faut jamais sous-estimer ou minimiser l'adversaire qui est en face de toi. Bien sûr. Et c'est à force de sous-estimer qu'on commet des petites erreurs qui mènent l'adversaire tout droit à la qualification. Et il faut croire en eux, en elle du moins, si ces équipes-là croient en elles, ils iront plus loin que mon très cher confrère le pense. D'accord. Écoutez, monsieur, merci pour l'invitation. Je vais vous laisser faire un votre mot de fin.
Parce qu'on arrive à terme de l'émission, Café 24. Et donc déjà, c'est pour vous dire merci. Merci à cette chaîne, surtout à Aminata Jonka de nous permettre d'avoir un plateau comme celui-là, avec une charmante animatrice. Ça va nous permettre tout simplement de pouvoir mettre en évidence ces belles opinions qui ne sont que du sport. C'est le sport et il y a toujours une divergence d'idées. Bon, c'est dans la divergence que je sors la vérité. Merci. Et vous, monsieur, vous avez une petite conclusion, mot de fin? Oui. Alors, déjà, je vais vous remercier à Aminata Jonka pour ce beau plateau qui nous permet de nous exprimer et aussi demander à tous les Ivoiriens de pouvoir aller au stade pour soutenir les éléphants parce qu'ils en ont besoin. Et en allant au stade, il ne suffit pas d'aller au stade et de regarder le match en tant que spectateur. Nous sommes à domicile, on a besoin de 12e homme, on a besoin que ces Ivoiriens-là se lèvent et soutiennent les éléphants. Et c'est à ce prix que nous allons aller jusqu'au bout. Très bien. On va vous remercier, vous les téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était Kimia pour Aminata 24 dans l'émission Café 24. On se reprend très prochainement pour une prochaine émission. À bientôt.